Salut, moi c'est Sandre, le plus gros nerd de musique en France. Et aujourd'hui, je vais vous parler du nouvel album de Harry Styles, donc Kiss All the Time, Disco Occasionally, qui est sorti le 6 février 2026 et c'est le 4e album de l'artiste anciennement membre du groupe One Direction, Harry Styles. Il sort donc 4 ans après Harry's House et c'est un album qui marque un virage assez électronique dans la carrière de l'artiste, puisque ici il s'inspire plutôt de la synth pop et de l'électro, donc il y a de l'indie-tronica beaucoup, et aussi de la scène alternative pop, qu'il a voulu faire un disque très dansant qui rappelle un peu l'atmosphère et l'énergie donc, de ses lives. Donc l'album ouvre avec le morceau Aperture, donc ouverture, qui était déjà sorti plus tôt dans l'année. C'était un single qui est passé numéro 1 je crois aux États-Unis ou au Royaume-Uni, et donc c'est dans le style électro avec une clave drill pour les kicks. On a une voix filtrée. Moi, sur mon mix, ça sonnait assez bizarrement. Je sais pas si c'est juste mon casque ou si c'est la compression avec les basses qui étaient assez puissantes. Je trouvais que le mélange était assez étrange. Donc avec les basses qui ont beaucoup de subs et la voix qui a complètement toutes ces basses de coupé. On est sur un sacré low-cut. Donc on va retrouver un peu comme ce morceau dans tout l'album, un côté minimaliste électro, influencé de la scène indie-tronica et surtout remixé à la sauce pop Harry Styles. Donc j'ai trouvé que c'était exécuté de manière très impersonnelle. Malheureusement, c'est pas un style que j'affectionne particulièrement. Ensuite, on a un deuxième morceau qui représente mieux pour moi la suite de l'album, donc avec un côté encore plus pop, que ce soit dans les synthés et dans la voix. On a une production toujours électronique et qui arrive quand même à briller par moments. Malheureusement, c'est vraiment la voix de Harry Styles par-dessus qui est trop corrigée. C'est toujours les bonnes notes et ça pose un peu défaut. On préférerait juste écouter la composition avec des voix beaucoup moins douces et un peu plus trafiquées peut-être pour le côté électro. Dans le troisième morceau, on oscille entre pop alternative et pont de guitare très pop, assez insupportable. La partie alternative reste cependant assez intéressante, mais trop lisse, qu'à l'instar de ce mix qui fait pas de compromis et privilégie un son clair et fade. Donc dans la suite, avec Taste Back et Waiting Game, on retrouve encore une fois des compositions qui sont bonnes. Elles sont pas excellentes, mais elles sont vraiment bonnes et qui sont encore une fois gâchées par la voix, qui contraste beaucoup trop, elle est trop douce. Là où les compositions, elles, veulent essayer d'être un peu originales. Voilà, donc on a des morceaux qui recouvrent plus le spectre, avec plus de basses et plus d'effets sur les compos, donc comme dans Season 2 Weight Loss, avec les harmonies aussi qui démontrent quand même qu'il y a la capacité quand même de faire des morceaux plus personnels et plus puissants et plus imposants, mais que le choix est de faire un album plus minimaliste, et plus calme et plus doux, même si je pense que c'est vraiment pas la bonne direction. Alors on est toujours loin d'être sur des bons morceaux. On aurait préféré que ce soit juste un album entre Kid Harpoon et Tyler Johnson, qui sont les deux compositeurs de l'album. Et la fin de l'album dégringole avec un style plus synth-pop, insipide et une pop inoffensive sans intérêt. Donc Kiss All the Time, Disco Occasionally, c'est encore une fois une tentative de l'ancien One Direction de créer un album radio-compatible, un album qui aurait pu être intéressant s'il n'avait pas été gâché par la volonté d'en faire un album radio-compatible, et donc l'obligation de se lisser et d'extraire un peu l'intérêt qui pourrait le rendre original, malgré l'effort fourni par les producteurs qui sont talentueux et qui font un assez bon travail dans ce projet-là. Donc voilà, vous avez compris, j'ai pas spécialement aimé l'album. Pour moi, c'était pas un bon album. On est sur de la pop trop classique. C'est pas intéressant du tout si vous cherchez de l'originalité ou de la complexité. Donc vous pouvez passer votre tour. Il y aura les notes dans la description sur Aoti si vous voulez aller voir. Et maintenant, on va passer sur la review du nouvel album de Ned Spend, donc Early Life Crisis. Ned Spend, c'est un jeune rappeur américain qui s'est fait connaître en 2023. Il a quitté l'école en étant jeune, il me semble. Et il a commencé à faire du coup des sons et à les poster sur les plateformes. Et il s'est fait connaître, il a atteint un certain succès. Donc c'est du rap assez underground, SoundCloud rap et très rage aussi. On ressent un petit peu les influences donc, du label Opium de Playboi Carti et de toute cette mouvance-là américaine qui se veut underground.
Voilà, donc avec des sons expérimentaux et très autotunés et avec beaucoup de compression. Donc on commence directement l'album de manière très agressive. Donc on a une intro bourrée d'air dans les aigus, dans les 20 kHz. Pour cette brillance, on sent aussi les influences de Lil TK par moment, donc dans le flow et la voix qui est utilisée. Ensuite on a un second morceau qui est nettement plus aléatoire, qui va représenter un peu le deuxième style de l'album. Donc c'est un style un peu goofy, avec des basses et des textures un peu plus ridicules. On est sur des placements beaucoup plus aléatoires, donc il va pas être sur des placements classiques. Il va être aussi sur des mélodies beaucoup plus dissonantes. On a d'autres morceaux dans lesquels on retrouve des basses qui vont monter dans les aigus et qui vont faire des glides, comme donc dans la drill new-yorkaise ou dans la drill britannique. Et donc le reste de la tracklist, c'est un peu toujours la même chose. On a aussi un morceau un peu influencé par le rétro-rap, ce que j'appelle, donc la période Lil Uzi Vert, Eternal Take, Love is Rage 2. Voilà, c'est samples un peu jeux vidéo, donc très lumineux, mélancolique. Et puis le reste, c'est toujours la même chose, donc très rage, trap. On a un album qui fait 48 minutes, composé de 21 titres. Donc voilà, vous vous doutez bien que c'est pas des titres très longs. On est en moyenne aux alentours des 2 minutes, un peu moins même. On a les 2 derniers titres qui dépassent les 3 minutes, donc c'est les seules exceptions de l'album. Et puis la qualité des morceaux dépend beaucoup des prods, parce que le flow de Ned Spence c'est un peu toujours le même, donc très modifié au niveau de la voix, très filtré, et avec les correcteurs de notes qui sont très agressifs. Donc voilà, 21 titres, il aurait pu en sacrifier quelques-uns étant donné qu'ils se ressemblent globalement tous. On a plus l'impression d'écouter en fait une compilation de type beat YouTube. Et ce qui est diverti au final, c'est le côté inénarrable de l'album. Donc voilà, avec le côté goofy, très underground, c'est toujours c'est divertissant. Je trouve ça plus drôle que sérieux en fait. Et c'était un très mauvais album, mais on est diverti au final, donc ça passe. Et le défaut, c'est quand même la longueur. Ça servait à rien de faire un album de 21 titres avec 48 minutes. Parce que quand on sort de l'écoute, on a vraiment l'impression que ça a duré 4 heures. Tellement on écoute toujours la même chose en fait. Voilà, c'est pas du tout un album que j'ai aimé. J'ai même trouvé ça très mauvais. Mais c'est un peu le style underground qui veut ça. C'est recherché, j'imagine. Donc si vous voulez aller voir les notes, elles sont encore une fois dans la description sur AOT. Et si les reviews vous ont plu, je vous laisse vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.